The Jacksonville Jaguars have traded the 24th pick to the New York Giants. With the 24th pick in the 2023 NFL Draft, the New York Giants select Deonte Banks, defensive back, Maryland. Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 82. Au moment où l'on vous parle, la draft est encore en cours. Les Giants viennent de pick un joueur au 6e tour. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo? Bonjour et bon réveil. J'ai la tête dans le cul. Il est 7h du matin, le dimanche. C'est vraiment pas humain de m'imposer ce traitement-là. C'est toi qui as proposé, fais pas comme si. Non mais oui, oui, c'est vrai que c'est moi qui... C'est à défaut de meilleur choix, quoi. Ouais, c'est ça, là, c'est exactement ça. Si on avait pu faire ça plus tard, j'aurais bien voulu, mais là, pas trop le choix. Ouais, mais alors ouais, plus tard, sachant que moi il est 23h chez moi, on est la nuit, entre samedi soir, entre samedi et dimanche. C'est encore la draft au moment où on parle, et j'ai pas beaucoup dormi les 2 derniers jours, ouais. Puisque bah, forcément j'ai fait nuit blanche quasi le premier jour de la draft, et puis le deuxième jour j'ai pas trop dormi non plus. Donc, on devrait changer de place, parce que moi j'ai pas de problème à rester réveillé tard, et toi t'adores te lever tôt. Donc, exactement. Et bah écoute, je te propose que je déménage en Australie, et moi je rentre en France. Ouais. D'ailleurs c'est ce que tu vas faire parce que t'as ton avion ce soir, mais bref, peu importe. En tout cas voilà, c'était le créneau qu'on a trouvé pour parler de cette draft. Donc évidemment on ne pourra pas parler des 2 choix du 7e tour. Il nous reste actuellement là au moment où on parle 2 choix au 7e tour, mais c'est pas forcément très important. On attend pas grand chose en général de ces joueurs là, quoique je dis ça, mais on a eu T. Crowder qui a quand même joué 1 an ou 2, bon à un niveau qui était le sien, mais quand on s'appelle les Giants, et ben c'était au niveau qu'on avait les dernières années, c'était toujours intéressant d'avoir ces joueurs-là. Maintenant, on se retrouve dans un cas, on disait ça juste avant, hors antenne, que en fait, bah, c'est assez chiant finalement de faire une bonne saison, puisque tu te retrouves et on n'a plus l'habitude, à pique dans les derniers, et donc bah, t'attends très 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 longtemps, tu vois beaucoup de joueurs qui te passent sous le nez, et puis c'est dur de se projeter, donc il y a eu pas mal de mouvements. Joe Schoen a dû faire beaucoup de trades pour réussir à avoir les joueurs qu'il voulait quand même, et on va en parler. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Est-ce que tu veux exprimer une opinion générale sur cette draft avant qu'on aille plus loin, Thiergo? Comment tu sens le truc? Non, allons-y, mais tu vois, en effet, on a dû attendre longtemps pour avoir notre pick, mais j'espère que ça va se reproduire chaque année, parce que si on est en fin de draft, ça veut dire que les choses vont bien pour les Giants. Ouais, c'est ça. Alors après, généralement, quand t'es en fin de draft, ça veut dire que du coup, t'as fait une bonne saison, mais aussi que ton équipe, enfin que ton roster est pas complet, mais tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de trous. Nous, c'est pas vraiment le cas, parce que on a eu le coaching staff qui a permis de combler les manques de l'équipe. Donc, en fait, on se retrouve à pas avoir autant de choix qu'on aimerait, alors que notre équipe a encore beaucoup de trous à combler, donc c'est un peu compliqué, mais bon, bref. En tout cas, sur ce... et d'ailleurs, je pensais aux Eagles qui eux, ont la possibilité, on va dire, finalement, ils draftent toujours, pas forcément suivant les besoins, parce qu'ils n'ont pas vraiment de besoins, mais ils draftent plus suivant la meilleure value qu'ils trouvent, et du coup, ils font des picks, ils arrivent à récupérer Jalen Carter avec le pick numéro 9, alors qu'il est considéré comme l'un des 2 meilleurs joueurs de cette draft. Enfin bref, c'est assez fou, et c'est Plax, un petit peu déprimant. Si on pouvait éviter de parler de sujets désagréables si tôt le matin... Ouais, mais parce que j'y pensais, parce que, tu vois, eux, ils arrivent au Super Bowl, ils ont le pick 9, et nous, voilà, bon bref, peu importe. Allez, t'as raison, on va pas se déprimer tout de suite. Donc, pick 25 normalement, mais, eh bien, Joe Schoen tu vois, il a senti un truc, il s'est dit, il faut que j'avance un tout petit peu dans cette draft, parce que j'ai peur de me faire piquer ce joueur. Et d'ailleurs, ça s'est vu, puisque les années d'avant, ça nous est arrivé, que des équipes passent devant nous, soit les Eagles encore une fois, soit les Cowboys, voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois que des équipes, pas forcément l'équipe qui était juste avant nous prennent le joueur qu'on veut, mais plutôt des équipes derrière nous, eh bien font un trade avec l'équipe qui est juste avant pour passer devant nous et récupérer un joueur. Donc Joe Schoen a estimé que c'était dangereux d'attendre au pick 25, et donc il a échangé son pick 25 pour un pick 24, et on a perdu un pick du tour numéro 5, d'ailleurs, qui était aujourd'hui, le pick 160, et on a aussi donné un choix du tour numéro 7, qui était bien moins important, mais ce qui nous a permis
de monter d'un cran et donc d'avoir le pick numéro 24. Et on a choisi Deonte Banks, cornerback de Maryland, qui a pour principale caractéristique d'être ultra physique. Voilà, c'est toujours ce qui revient quand on parle de ce joueur. Cornerback, c'était pour moi le besoin le plus important. On avait évoqué aussi l'inside line et les wide receivers. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? Est-ce que tu penses que ce choix est justifié, au moins sur la position ? Voilà. Dis-nous quel est ton avis, Thiergo, sur ce choix pick numéro 24. Pardon. Écoute, je pense que sur les besoins, on est d'accord sur les 3 plus gros besoins des Giants sur cette intersaison. Moi, personnellement, j'avais pas forcément de préférence sur qui on allait choisir au premier tour. Bon, déjà parce qu'en fait, ça fait des années que je m'investis plus du tout dans les analyses pré-draft, de savoir qui est le meilleur sur le big board, blablabla. Donc, si tu me demandes le jour de la draft qui est le meilleur joueur, je te regarde, je fais aucune idée. Franchement, on verra. Mais en tout cas, pour ce qui est de Banks, ouais, c'est super d'avoir un cornerback parce que c'était ce qui nous manquait, quelqu'un capable d'épauler Adoree Jackson et voire de le remplacer d'ici quelques années. Et ouais, c'est vrai. Quand tu vois la draft room des Giants et Wink Martindale en train de donner un énorme câlin, en train d'enlacer Joe Shane, il était super content, quoi. Je pense que pour lui, il a eu le mec qu'il voulait, quoi. Et parce que Deonte Banks, comme tu l'as dit, c'est un type, déjà il est énorme. Il fait 1m83, 89 kg. Ouais, donc c'est un gros cornerback et il a l'air d'être ultra physique et super bon en couverture man-to-man. Donc, il est très rapide, hein. Ouais. Il court 4,35 au 40 yards, donc c'est vraiment rapide. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant, hein. Donc en fait, je pense que ça correspond tout à fait au système Martindale où on a justement besoin d'avoir des cornerbacks qui sont capables de faire du man-to-man. Donc c'est pour un premier pick, c'est super. Le trade-up, alors au début, quand j'ai vu qu'on avait échangé un 5e et un 7e tour pour monter d'une place, je me suis demandé si c'était pas un peu beaucoup, si un 5e tour ça aurait pas été suffisant, mais j'imagine que les Jaguars, parce que les Jaguars, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont échangé leur 24e contre le 25e, et tout de suite après, ils ont échangé le 25e contre le 27e. Donc les Jaguars, eux, ils étaient certainement en train de faire monter les enchères, et je pense que Joe Shane, comme l'année précédente, d'ailleurs, il s'est dit, bon allez, on y va, quoi. Et comme tu l'as fait bien remarqué, il n'a pas voulu qu'on se fasse avoir avec quelqu'un qui passe devant nous pour récupérer un joueur qui était important. Il avait apparemment aussi, il a mentionné pendant sa conférence de presse les 2 autres cornerbacks qui ont été draftés quelques pics avant. Donc c'était manifestement un poste très important à ses yeux. Je pense que de toute façon, il visait soit wide receiver, soit cornerback sur ce premier tour. Oui. Et il y a eu, si je dis pas de bêtises, 4 receveurs sélectionnés juste avant. Ouais. Et à mon avis, ils se sont dit, voilà, ça commence à puer, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas dit que ça tombe jusqu'à nous. Et je pense que les receveurs qu'ils estimaient être des receveurs du premier tour étaient tous partis. Et comme tu l'as dit, Martindale est très heureux de ce choix et ça faisait partie des joueurs qu'il voulait absolument. Peut-être que en fait, c'était le dernier joueur qui restait qu'ils estimaient être un joueur du premier tour. Tu vois, et ils se sont dit, bah, il n'y a plus que lui. Donc là, on va pas laisser la chance au hasard et ça se dit ça, la chance au hasard? Non, ça se dit pas. Qu'est-ce que je sors des... On revient dans les expressions, mais voilà, on est moins chaud des expressions cette semaine. Il est 7h15 chez moi, me demande pas, parce que je ne sais pas. Ça se dit pas, t'es sûr? On va pas laisser sa chance au hasard? Ça doit un truc dans le genre. Il doit avoir une expression qui doit pas être très loin de ça. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, il s'est dit il faut y aller et donc il a fait cet échange qui peut paraître un peu cher payé, mais je pense que si tu fais pas le move et que tu te retrouves à te dire bah il y a plus aucun joueur qui m'intéressait au premier tour, tu t'en veux encore plus. Donc finalement, non, et puis on est en train d'arriver dans 5e et 7e tour, donc c'est pas. C'est pas. Bon, 5e ça peut être intéressant encore, mais bon c'est vrai que 7e ça devient beaucoup moins intéressant. Bref, en tout cas tu disais que il y a eu cette accolade, etc. On a revu des images après où il est dans le building des Giants, où de nouveau il croise Martindale, etc. Et il a l'air d'effectivement être très satisfait de ce choix qui a l'air de bien coller à son schéma tactique, même si Martindale joue un peu de zone maintenant. Et il y a des analyses qui disent, alors oui, il a joué
beaucoup de zones dans le schéma défensif qu'il avait, de man, pardon, dans le schéma défensif qu'il avait à Maryland. Mais certains disent que, eh bien, finalement, ils trouvent qu'il est encore meilleur en zone plutôt qu'en man, alors qu'il en a pas joué beaucoup. Mais bon, ça, de toute façon. Bon, Martindale a un peu évolué comme l'année dernière. Rappelle-toi, alors qu'il était connu pour jouer beaucoup de man et faire quasiment jamais de zone à Baltimore, il a un peu changé son fusil d'épaule l'année dernière et de toute façon, il a été obligé puisque les joueurs qu'on avait ne permettaient pas d'assurer de la couverture homme à homme, donc il fallait s'adapter un petit peu. Et c'est assez marrant parce que tu parlais aussi de sa conférence de presse, et j'ai regardé quelques... parce que je sais pas à quoi, à part les vidéos que j'ai pu voir de lui sur le terrain, ces joueurs-là, on apprend à les connaître une fois qu'ils sont chez Giants et qu'on les voit en interview, etc. Il a l'air un peu apathique, un peu endormi. Quand, je sais pas si c'est ça qui t'a choqué. Moi, je trouve que il était en train de répondre aux questions, il avait les yeux à moitié fermés, machin. Alors peut-être qu'il est juste comme ça naturellement, j'en sais rien. Et je trouvais que cette réponse était pas mauvaise, mais c'est vrai que ça a pas l'air d'être le mec le plus énergique qu'on aurait pu récupérer. Mais bon, Alors, c'est qu'une impression que j'ai eue sur sa Je te première. trouve beaucoup plus diplomatique que moi parce que Ah bon et quand moi je t'ai envoyé mon message je fais preuve de transparence à l'égard de nos auditeurs. Je t'ai dit bordel, il parle comme un gros teubé. Alors, je sais, c'est pas gentil, mais en fait j'ai écouté genre 3-4 minutes et il articule pas beaucoup et il a l'air mou. Mais bon, à la limite, s'il est mou en conférence de presse, mais que c'est un bon il joueur, cogne comme un malade. on s'en fout. Oui. Quoi. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que ça a été la Puis première impression que j'ai eue quand je l'ai vu parler. Quoi. les Giants l'ont rencontré, enfin ils savent où ils vont, ils ont fait leur, comme on dit, entre guillemets, leur due diligence, ils ont été jusqu'au bout du process, ils n'ont pas pris un mec qu'ils n'ont jamais rencontré et qu'ils ont juste vu comme ça sur un premier tour. Tu es obligé d'aller dans le process beaucoup plus loin qu'un mec que tu vas piquer au 7ème tour, évidemment. Donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font et ils l'ont pas signé comme ça. Mais on a eu tellement de mauvaises surprises sur des DB, enfin des cornerbacks qu'on a récupérés au premier tour les dernières années. Entre Eli Apple et DeAndre Baker, ça n'a pas été notre fort, donc on va espérer que cette fois-ci les choses s'améliorent. Ouais. Eli Apple, tu te rappelles des histoires et même DeAndre Baker, en fait, c'était pareil. En gros, les mecs disaient, ils sont arrivés avec un énorme melon, et quand les vétérans essayaient de leur donner des conseils ou quoi, en gros, ils les envoyaient chier en leur disant, mais t'inquiète, moi je connais le football, dégage, laisse-moi tranquille. Ils en avaient rien à foutre, ils dormaient pendant les présentations et les reviews vidéo, donc voilà. Non, mais il est surtout arrivé avec sa mère qui avait un énorme melon, quoi. Ah bon tu te rappelles pas Comme Adrien Rabiot, c'est sa mère qui gérait tout ça, pour lui. En fait, alors, c'était pas son agent, mais il y avait des articles sur la mère d'Eli Apple qui critiquaient la manière dont les Giants utilisaient son fils. Oh là là, en fait, c'est bon, le coach fait son travail. À la limite, si ton garçon a un problème avec ça, il peut le dire lui-même, quoi. Mais bon, enfin voilà, c'était il y a longtemps et on est bien content. Mais tu vois, par contre, ce qui me surprend quand même, c'est que Eli Apple, il est toujours dans la ligue et toujours comme titulaire. Oui. Donc, et surtout dans une bonne équipe en plus. Il se maintient. Ouais. Mais je pense que c'est un peu à défaut. Et d'ailleurs, il faudrait aller voir si les Bengals n'ont pas drafté un cornerback assez haut, je me souviens plus, mais bon, ce sera pas impossible. Bref, en tout cas, on comble pour moi le manque le plus important de cette équipe, parce qu'on parlait de receveurs. Et receveurs, on a quand même fait beaucoup de moves à la free agency. Et du coup, je le voyais moins comme un besoin énorme, mais c'était surtout inside O-line et corner. Et c'est vrai qu'en premier tour, la ligne offensive intérieure est pas souvent drafté au premier tour, sauf quand il y a vraiment un gars qui sort vraiment du lot, ce qui n'était pas trop le cas ici sur cette année. Donc c'est assez logique qu'on ait été chercher ce corner à ce niveau-là. Et tu disais, Adoree Jackson, qui était un peu tout seul l'année dernière, eh bien, aura enfin... on pourra lui prêter main forte, surtout qu'il avait été blessé. Tu te rappelles cette blessure d'Adoree Jackson sur un retour de punt, oui. Quand on disait c'est pas terrible de faire retourner un punt avec notre seul corner titulaire, et puis boum, il s'était cassé. Donc bon, bref, peu importe. En tout cas, là on a a priori un joueur qui devrait assez rapidement prendre le poste de titulaire, voire tout de suite, je pense. Ouais. Alors si on peut juste parler de 2 petites secondes de ses faiblesses, parce que on ne va pas non plus vous donner l'impression que c'est un joueur qui a zéro problème, parce qu'ils en ont tous. Bien sûr que non. Ce qu'on dit, ce que j'ai lu sur lui, c'est que bon, il s'est apparemment blessé à l'épaule en 2021, donc c'est quelque chose à surveiller. Et c'est pas un joueur qui a beaucoup de ball skills, dans le sens il fait pas beaucoup d'interceptions.
Bon, ça, à la limite... C'est pas un ball hawk, comme disent les Américains. Exactement. Donc, il a pas des super mains pour des interceptions, mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas un défaut qui est très, très embêtant. C'est la même chose qu'Adoree Jackson, hein. C'est le même cas. Ah ouais? Ah ouais. Oh bah Adoree Jackson, tu l'as déjà vu faire les interceptions? Non, oui, une non, fois c'est vrai. peut-être, mais... Oui, bah, enfin, je sais pas comment est-ce que c'était chez les Titans pour lui, mais bon, un cornerback... C'était un peu pareil. Ce qu'on veut surtout, c'est que il empêche la passe d'être complétée. Donc, Oui. et d'ailleurs, en 2022, Banks, le taux de passe complétée dans sa direction, c'est 43%. C'est rien du tout. D'accord. Donc c'est Ouais. assez impressionnant. Ouais, c'est très bien. C'est effectivement très bien. Oui, je préfère évidemment un joueur comme ça plutôt qu'un joueur qui va être trop greedy, qui va se faire compléter beaucoup et qui de temps en temps va faire une interception. T'as d'autres joueurs de cette draft qui étaient connus pour faire beaucoup d'interceptions. Je crois qu'il y a Emmanuel Forbes qui a été récupéré, un cornerback très grand et très 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 skinny qui a été récupéré un peu avant, qu'on attendait plutôt au deuxième tour. Et lui était connu pour faire 6-7 interceptions par an. Donc voilà, c'est des joueurs un peu différents, avec des styles de jeu différents. Mais moi j'aime bien ce style d'un corner grand, lourd, qui cogne, qui est sticky avec son receveur, qui va vraiment voilà, être capable de... Ah Tu ouais. le laisses tout seul dans son coin, tu sais qu'il va faire le job. Quoi. Bon, alors, Ah ouais. bien sûr que ça va arriver de te faire griller, il n'y a aucun problème. Mais notamment, il y a un match qui est revenu, c'est contre Marvin Harrison Jr., qui est un des receveurs les meilleurs en universitaire actuellement. Il avait été plutôt bon sur ce match-là. Tu parlais des points négatifs. Il a tendance aussi, et on connaît ça côté Giants, à faire quelques holdings aussi, et à avoir les mains un peu trop baladeuses sur le receveur. Donc bon, voilà, il va falloir aussi corriger ça. Rappelons quand même qu'on a un très bon cornerback ou DB coach avec Jerome Henderson. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose avec ce joueur qui est encore peut-être un peu brut, mais qui pourra être rapidement s'améliorer. Et c'est un bon point parce que notre coach avait réussi à faire quelque chose avec... alors je suis désolé déjà que je suis pas très bon pour me rappeler des noms quand je suis réveillé, quand je suis pas réveillé c'est pire. Mais tu sais notre slot receveur qui une fois sur trois corner tu veux dire corner qui une fois sur trois se faisait flaguer pour DPI ou holding. Et que ça s'est amélioré avec le temps. Je crois qu'il n'a pas été re-signé, mais bon bref. En tout cas le pendant, c'est toujours ça le problème avec les cornerbacks qui sont très physiques, très agressifs, c'est que parfois ils peuvent l'être trop et donc ils sont sujets à des flags. Donc c'est un point d'attention pour Banks et on espère que le coach arrivera un peu à éliminer tout ça, en tout cas à le limiter au maximum parce que un flag au mauvais moment dans un match, ça peut tout changer, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, a priori, quand même un joueur intéressant sur lequel on va pouvoir se reposer et qui devrait assez rapidement, voire dès le premier match, être titulaire et venir vraiment améliorer cette escouade de DB qui est quand même assez profonde. On a quand même beaucoup de joueurs, enfin elle est profonde dans le sens où on a beaucoup de joueurs mais peu de joueurs de qualité et j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs années qu'on essaye de faire avec ce qu'on a et que c'est toujours compliqué et qu'on arrive à peu près à tenir la baraque mais de manière très 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 limite. Et bon, voilà. Et tu te rappelles de... Je parlais de Darnell Holmes. Ah, Darnell Holmes, mais non, mais il est encore là, Darnell Holmes. Ouais, je crois que tu parlais d'un autre. Non, mais tu te rappelles de Isaac Yedom qu'on avait récupéré, qui était notre cornerback 2, qu'on avait sorti de nulle part. C'était terrible, ça, tu vois. Ouais. Vraiment, on n'avait personne. Quoi. On avait tradé pour l'avoir des Steelers. Il était assez catastrophique. Horrible. Ah, il était assez catastrophique. Et encore, grâce au coach, il avait réussi à avoir l'air d'un joueur moyen, quoi. Mais et en plus, moi, ce qui me tue toujours, c'est que quand tu regardes notre roster en cornerback, on a Rodarius Williams et Aaron Robinson qui, en arrivant à la draft, en se disant putain, ça va être des super joueurs, etc., ils n'ont toujours rien fait. Mais il a été beaucoup blessé, Aaron Robinson. Ouais, c'est terrible pour lui. C'est dommage, quoi. Enfin, bon. Il faut pas encore le mettre à la poubelle, mais c'est vrai que malheureusement, quand tu joues pas, tu sers à rien, quoi. C'est un peu bête à dire, mais tant que t'es blessé, malheureusement, ça ne sert pas. Donc, après ce choix de premier tour, donc qui était le premier jour, on rappelle que le premier jour de la draft, il n'y a que un tour, le tour 1, vient ensuite le deuxième jour, dans la nuit de vendredi à samedi, avec les tours 2 et 3. Et bien là encore, on a été chercher... Alors, c'est ça qui est assez... Enfin, dans les conférences de presse, Josh Allen, il dit toujours, il faut pas aller faire ses courses
il faut don't shop hungry, il faut pas aller faire ses courses Le le ventre ventre vide. En gros, il faut pas faire des panic moves et aller prendre des trucs au hasard n'importe comment, n'importe quoi pour essayer de combler les trous dans ton effectif. Mais quand même, on comble tous les trous avec nos 3 premiers tours, enfin nos trois trous les plus importants, on les comble avec nos 3 premiers tours. Avec nos 3 premiers picks. Et donc, avec ce deuxième pick, eh bien, on récupère sans trade, sans rien, en attendant gentiment à notre position. On récupère le joueur que moi, sur la mock draft FR, j'avais mis au premier tour. John Michael Schmitz, le centre de Minnesota. Et ça, pour moi, c'est ultra important, parce que déjà, on n'avait plus de centre du tout, parce que les deux étaient partis. Donc, c'était forcément un peu compliqué. Et quand on voit ce que font nos adversaires directs dans la NFC Est, je veux dire, là, on n'a plus le choix que d'avoir une O-line qui tient à peu près la route. C'est un choix qui paraît logique pour peut-être le meilleur centre de cette draft. Donc, je suis, moi, ultra satisfait de ce choix. Et sans avoir trade, sans rien, je trouve que c'est super satisfaisant, quoi. Ouais, non, c'est clair que, encore une fois, là, on a une combinaison de valeurs et de besoins. Donc, on est sur. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai aucune idée du big board. Donc, moi, à chaque fois, je compte un peu sur ce que je lis à droite à gauche, mais... ouais, mais c'est important. De toute façon, tu vas pas te mettre à scouter 200 joueurs. Non, mais voilà, mais tu vois, Mel Kiper, pendant la draft, disait, en fait, c'est un joueur qui, sur le big board, était dans les top 30 ou top 40 meilleurs joueurs, et on l'a au pick 57. Donc, c'est déjà, Exactement. en termes de valeur, c'est énorme. Et, donc, ouais, c'est ce que j'ai dit dans l'article sur All New Giant Blog. J'ai dit qu'on l'avait eu. Il aurait pu partir 20 choix avant. Quoi. Ouais, Donc, voilà. c'était En fait, plutôt intéressant. il était prévu pour partir en fin de premier tour, début de second tour, et on l'a en fin de second tour. Donc déjà, De toute façon, on le prend avec notre pick 25 ou 24. Ouais. Je veux dire que les gens crient pas au scandale non plus, Non. tu vois. Ah non, mais c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est pas le. Tu vois, il y a eu d'autres pics des années précédentes où on s'est dit, ouais, les Giants l'ont pris peut-être un peu tôt. Mais ça, encore une fois, ça veut tout et rien dire parce que on avait, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, on avait ce defensive tackle qui aujourd'hui est chez les Bengals et joue très bien, qui avait été choisi, il me semble, au milieu de... Oui. Ouais, je suis en train d'essayer de retrouver son nom en même temps que je vous dis ça. Ça m'échappe. Tu devrais pas me faire des calls comme ça en plein milieu d'un podcast. BJ Hill. BJ Hill, exactement. Voilà. Ouais. Et tout le monde disait, non, mais vous l'avez piqué 20 choix trop tôt, il vaut pas ça, etc. Et c'est devenu un excellent joueur. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que ces histoires de valeurs, tout ça, c'est en effet très subjectif. Bon, maintenant, quand on passe aux besoins, on n'avait plus de centre parce que Nick Gates est parti chez les Commanders. On n'a pas re-signé, comment il s'appelle, l'autre, celui qui avait été notre centre l'année dernière. Feliciano. Voilà, Feliciano. Donc on avait un énorme trou. Moi, ce que j'aime beaucoup avec JMS, on va l'appeler comme ça, hein, John Michael JMS, Smith, c'est bien, ouais. JMS. D'ailleurs, c'est Schmitz Junior apparemment. Ils ont montré son maillot, il aura le numéro 61 et c'est marqué Schmitz Junior dessus. Donc. Bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est. Donc, s'il te plaît, je veux bien que tu l'appelles John Michael Smith Jr. Alors, jusqu'à John la fin Michael du podcast. Smith. Schmitz. la galère. Donc, ouais, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce joueur-là, c'est que c'est un centre qui a l'habitude tu sais, t'as des centres qui savent aligner les joueurs, enfin, qui quand ils se placent au niveau du ballon, ils disent au reste de la ligne, toi tu bloques lui, c'est le Mike, et en fait lui il a cette expérience-là. Et ça c'était quelque chose que par exemple dans la relation entre Sean O'Hara et Eli Manning, c'était ultra important parce que Sean O'Hara faisait justement les appels de ligne pour Eli. Je suis pas sûr qu'on ait eu des centres récemment qui soient capables de faire ça. Alors là au niveau NFL, est-ce qu'ils va le faire directement ? On verra, mais en tout cas il a cette expérience-là. Et après aussi il a l'air d'être méga stock et méga fort en run block, ce qui pour Saquon Barkley est une super nouvelle, quoi.
Ah bah oui, pour notre jeu de course qui est ultra important. Et oui, il fait 1m91, 137 kg, c'est quand même un beau bébé. C'est un centre de formation, hein, voilà, c'est pas un garde qu'on referait passer centre, donc il a cette expérience-là, comme tu dis, de faire les appels et de switcher s'il y a des choses, d'ajuster sa ligne en fonction de ce qu'il voit sur la défense et des linebackers qui blitzent ou non. Donc ça, c'est assez important. Et ce que tu dis colle parfaitement à ce que j'ai dit dans l'article, puisque je disais quand même que le poste de centre, comparé à un poste de garde qui n'a pas cette nécessité-là de lire un peu plus, même s'il faut toujours s'ajuster, mais c'est vrai que le centre a ce rôle un peu de responsable des blocs des autres coéquipiers. Et donc ça demandera forcément un petit peu d'adaptation, et il faudra être indulgent sur les premiers matchs, mais a priori il a quand même tout pour réussir, et même si c'est pas si ça devient pas un mec ultra élite, pro bowl machin, all pro, etc. Si on a un centre qui dure plusieurs années et qui est solide, moi ça me va très bien, hein, parce que c'est vrai que c'est ce poste de centre quand même qui est c'est comme le poste de middle linebacker, je trouve. C'est un leader dans cette attaque, et comme le middle linebacker est vraiment un leader dans la défense, et t'as besoin de te reposer sur des gars comme ça. Et donc quand t'as des gars sérieux, solides, qui déjà se trompent pas dans les assignations et savent donner les bonnes consignes aux coéquipiers, c'est quand même ça vaut quelque chose, quoi. Donc voilà, si en plus le mec est bon, t'as tout gagné. En effet, dans une ligne offensive, moi je dirais que dans une ligne offensive, les postes les plus importants sont les postes de tackle. Mais après, si le deuxième poste le plus important, c'est celui de centre. Je pense que si tu as deux bons tackles et un bon centre, tu peux t'en tirer avec des gardes moyens. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que ça va être clé pour la cohésion du groupe. En effet, les appels de ligne, c'est aussi le joueur central qui va... et Schmitz Junior a l'air d'être... aussi capable de faire ça, de travailler avec le garde à côté et de monter au deuxième niveau. Il a l'air de peiner un peu contre les speed rushers, hein, dans la défense du pass rush, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, tous les joueurs ont un côté négatif et ont des choses à améliorer. Heureusement, on compte sur Joe Shane, ses scouts et le coaching staff pour connaître ça en amont. Mais très content de ce pick qui devrait faire plaisir autant à Daniel Jones qu'à sa communauté. Ah bah ça va être le meilleur ami de Daniel Jones, ça c'est clair. Selon The Athletic, ça colle avec ce que tu disais. L'une des difficultés qu'il a, c'est contre des défenseurs qui sont un peu trop rapides, où là c'est un peu compliqué, mais là aussi on va faire confiance avec notre coach de la O-line qui apparemment a passé beaucoup de temps avec lui, et donc là aussi c'est pas un pick au hasard, c'est un pick parce qu'on sait que le mec on le veut et que on le connaît, et c'est le gars qui va être prêt, quoi. Il arrive prêt à bosser et qui sera capable d'être titulaire. De toute façon, lui pour le coup, il sera titulaire day one. Enfin, je veux dire, à moins d'une blessure, il n'y a pas de doute. De toute façon, on n'aura personne d'autre pour mettre au centre. Donc, ce sera à lui de faire le boulot. Et il a beaucoup d'expérience d'ailleurs. Hein, parce que... Oui, il est assez vieux parce qu'avec le Covid et tout, il a quel âge ? 24 ans, non ? 25, 24 ? Alors, j'ai pas vu son âge. Je disais surtout ça par rapport au fait qu'il avait joué quand même. Il a fait beaucoup de saisons. Beaucoup de saisons et contre de la compétition de haut niveau. Donc ça veut dire qu'en fait c'est aussi un joueur qui n'a pas eu de blessure. Enfin, sur cette expérience universitaire, il s'est pas blessé et il a été titulaire. Ça longtemps. c'est bien. Donc c'est aussi à mettre à son crédit. Ouais. Ça c'est très cool. J'espère vraiment qu'on a trouvé là un centre pour plusieurs années. C'est un problème en moins à ne pas s'occuper, donc ça ce serait vraiment cool. Donc je disais que ce serait le meilleur ami de Daniel Jones, et on trouve avec le pick suivant un deuxième meilleur ami à Daniel Jones, avec Jalin Hyatt, wide receiver qui vient de Tennessee. Et là encore, il a fallu que Joe Shane prenne le téléphone pour aller faire quelque chose, parce que, alors, c'est ce que je dis dans l'article, c'est que, a priori, de ce que disaient les gens, c'est que les Giants aimaient beaucoup un des receveurs qui s'appelle... alors c'est Marvin Mims. Attends, parce qu'il y a un Denzel Mims aussi. Ouais, non, c'est Marvin Mims, en effet. Ouais, il y a eu un Mims qui a été drafté un peu avant. Mais c'était il y a quelques années ou l'année dernière. Enfin, je sais plus. Il y a eu. Il y a déjà un Mims en NFL, je sais plus qui c'est, peu importe. Chez les Jets. En tout cas, il était passé chez les Jets. Il est peut-être parti depuis.
Ouais. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, donc il l'aimait bien, il a été pick juste avant, et là, un peu comme au premier tour, il s'est dit mince, il n'y a plus les joueurs qu'on veut, et enfin, en tout cas, il risque de plus y avoir les joueurs qu'on veut. Peut-être qu'un des derniers qu'on aime bien, c'est Jalin Hayat. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Et là aussi, du coup, on a été faire un trade, et on a échangé, si je dis pas de bêtises, le pick 89 et 128 contre le pick 73, pardon, voilà. Et de ce qui s'est dit aussi, enfin, voilà, il se dit beaucoup de choses sur Internet, c'est qu'en fait, les Giants auraient entendu que les Browns, avec le pick 74, donc nous, on passe juste devant eux avec le 73, les Browns voulaient un wide receiver, et d'ailleurs, ils ont pris un wide receiver juste derrière nous. Rien ne dit qu'ils auraient pris Jalin Hayat s'il avait été là, on ne sait pas, évidemment, on ne saura jamais. Mais en tout cas, ça sent quand même bon c'était un coup bien senti a priori. Ouais. Et donc on récupère Jalin Hayat, 1m83, 80 kg, très rapide lui aussi, 4,4 secondes aux 40 yards, qui fait l'année dernière 67 réceptions pour 1267 yards, 15 touchdowns en 2022, et un match absolument énorme, je crois que c'est contre Alabama, où il fait plus de 200 yards, en 6 réceptions, il met 5 TD. Ouais. Et plus de 200 yards. C'est un match de folie. Impressionnant. Est-ce que c'est contre Alabama ou... Ouais, je crois. Oui, c'est Alabama. Ouais. Donc ça, c'est un match assez ouf. Et sa principale qualité, c'est le jeu profond. Et c'est exactement ce qui manquait aux Giants. Donc là aussi, on se dit, mais c'est encore un choix pas parfait, évidemment. On n'en sait rien, mais qui a l'air parfaitement adapté, en tout cas. Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que Jalin Hayat, c'était l'un des rares joueurs de cette draft que je connaissais. Tout simplement parce que je sais pas si tu as vu, mais ESPN a fait, ils font une série qui s'appelle Hey Rookie, Welcome to the NFL, où en fait ils font un petit focus sur quelques joueurs. Et là, ils ont fait cette année, ils ont fait un focus sur le cornerback Joey Porter Jr. Ah bah lui, je l'adorais ce mec. Le receveur de TCU, Quentin Johnson, et Jalin Hayat. Et donc en fait, bon voilà, j'avais vu un peu quelques vidéos via cette mini-série d'ESPN. Donc d'ailleurs c'est marrant parce que je pense qu'il continue à le suivre une fois qu'il est dans l'équipe qui l'a drafté, donc on devrait voir ses premiers pas. Et comment on la voit cette série, on la trouve où ? Écoute, moi j'ai un système de streaming à la Bein, enfin tu vois, c'est Kayo Sport que je paye ici en Australie, mais je pense que sur des chaînes de streaming style Bein ou autre, tu devrais pouvoir trouver ça. Sinon, si vous voulez des sources alternatives, envoyez-moi un DM, je pourrais peut-être vous aider. Mais en tout cas, pour ce qui est d'Hayat, en effet, ce qui frappe chez lui, c'est sa vitesse. En fait, il est ultra sec, parce qu'il a l'air d'être vraiment très 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 léger, mais il a une vitesse incroyable. Par contre, j'ai l'impression qu'il est bon que pour courir tout droit. C'est pas. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu à la Deshaun Jackson. Ah bah il est comparé à Deshaun Jackson, mec. Hein. C'est sa comparaison directe à chaque fois sur tous les sites. Tu vois, comparaison en NFL à Deshaun Jackson. Donc il a l'air d'avoir de très très bonnes mains. En fait, quelque part, c'est une meilleure version de Darius Slayton. Alors, Darius Slayton est capable de faire des tracés un peu différents, mais Darius Slayton a aussi une vitesse correcte, alors pas aussi rapide que Hayat. Attends mec, je crois que Darius Slayton était plus rapide au combine. Ah ouais ? Je me demande si Darius Slayton c'était pas un des temps les plus... Vas-y, continue. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un joueur qui est ultra explosif et qui va, comme tu l'as dit, va apporter une nouvelle dimension à notre jeu de passe. On a souvent dit que Daniel Jones ne pouvait pas suffisamment exploiter la profondeur du terrain pour deux raisons, parce qu'il n'avait pas un joueur suffisamment sûr, suffisamment fiable pour attaquer la défense en profondeur, et il n'avait pas une ligne capable de tenir plus de 2 secondes pour lui permettre d'attendre et d'envoyer le ballon. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de régler tout ça, surtout si tu ajoutes à ça Waller, Darren Waller qui peut attaquer le milieu et qui peut en fait aller dans le flat, attaquer le milieu, et que il y a notre super receveur des Bills dont j'ai forcément oublié le nom. Le pire, c'est que chaque fois que tu dis ça, moi je me souviens plus non plus. Merde. Alors, c'est pas Sills.
Mais il est pas des Bills, il est des Giants maintenant en plus, arrête de dire des bêtises. Oui, non, mais il était des Bills. Il était des Bills. Il était Isaiah Hodgins. Isaiah Hodgins, Donc, qu'on a re-signé cette année. Voilà, Isaiah Hodgins qui lui est quand même très bon pour la zone intermédiaire du terrain. Là, on commence à avoir une escouade de receveurs qui est quand même pas mal. Si en plus Wendell Robinson revient en pleine forme, bon, on va pas s'enflammer parce qu'on l'a déjà fait les années précédentes où on se dit. Ah, j'ai l'impression que c'est tous les ans pareil, à chaque fois. Mais en tout cas, Ah, j'aime beaucoup ce pic de Jalin Hyatt qui, en fait, tu vois, même si c'est un receveur qui est juste capable de courir dans la profondeur, c'est un 3e tour. Donc, c'est pas grave s'il est limité par ces aspects-là. Après, je pense que... Oui, ce qui est important, c'est de savoir qu'il a un gros upside qui est le jeu en profondeur et sa capacité à s'ajuster. C'est assez flagrant, tu le vois. Il y a 2 choses qui sont flagrantes, c'est que quand il décide de sprinter, même si le corner le sait et le voit, il n'arrive pas à suivre, parce qu'il court en 4-4, c'est quand même assez rapide, et j'ai regardé, donc Darius Slayton, c'était 4-4 aussi. Mais alors lui, et sa capacité à... Ouais, Hayat, il a fait 4,46, et Slayton, il avait fait quoi? Bah moi j'ai vu 4,40 et Slayton c'est 4,39 sur Ah le site d'accord, NFL. ah ok, oui, donc 4,4. Mais bon, ouais, bref, okay. ça, en dessous de 4,50 c'est quand même très rapide. Ouais. Et sa capacité, donc je disais sa capacité aussi à s'adapter, parce que je sais pas si tu as déjà fait des réceptions de balles sur des tracés fade ou sim, où quand la balle arrive d'un côté, un truc qui est très dur, c'est si la balle arrive sur ton épaule gauche, tu tournes la tête à gauche et finalement elle passe au-dessus de ta tête et il faut la rattraper sur ta droite. Ouais. Ça c'est très difficile, il faut beaucoup s'adapter, etc. Moi, je fais ça et ça Ouais, bah, d'ailleurs tu l'as fait tout à l'heure dans le podcast, tu m'as dit. Non mais voilà, pour s'adapter sur les ballons longs, il est très fort, donc ça va être une grosse force. Et t'as oublié Paris Campbell. En fait là mec, je suis en train de regarder nos receveurs, je le vois plus du tout comme un point faible. Alors, le point faible qu'on a, c'est qu'on n'a pas un vrai receveur 1 alpha, tu vois, le mec vrai, voilà. Mais par contre, on a Paris Campbell, on a, bon, Jamison Crowder, je sais pas trop s'il fera l'effectif, mais c'est quand même intéressant. Isaiah Hodgins, on a Colin Johnson qui revient, Wendell Robinson, Sterling Shepard, Darius Slayton, et puis maintenant Hyatt, mec, ça commence à faire du monde. Enfin, on va pas pouvoir tous les retenir. Il y a des mecs qui vont dégager l'équipe, c'est sûr. Donc, ouais, non, c'est clair. Ah oui, de toute façon, c'est un bon problème à avoir. Et après avoir donné tout cet argent à Daniel Jones, si on lui donnait pas les armes, ça aurait été complètement contre-productif. Donc là, on est en train de mettre Daniel Jones dans des conditions de réussite, et c'est ce qu'il faut. Donc, qu'il y ait de la compétition, et ça va être justement un point à suivre pendant les OTA et le training camp, voir un peu la compétition au poste de receveur. Il est en effet possible qu'il y ait des choix difficiles à faire. Tu vois, par exemple, on pourrait se dire qu'un Sterling Shepard qui n'a pas d'argent garanti, s'il n'y a pas de place pour lui, il n'y a pas de place pour lui, quoi. Et on adore Sterling Shepard, mais on va pas juste garder Sterling Shepard pour ses beaux yeux. Donc voilà, donc ça va être un point assez intéressant. Et tu as fait une remarque ultra juste aussi sur Darren Waller, qui vient apporter aussi du jeu au centre du terrain qu'on n'avait plus trop, avec Daniel Bellinger qui rentre dans sa 2e saison. Enfin là, je veux dire, tu as quand même un panel d'armes pour faire beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits du terrain différents. Et quand on voit ce que sont capables de sortir Brian Daboll, Mike Kafka comme jeu et comme arbre des tracés et combinaison de tracés pour embrouiller la défense, enfin, là je pense quand même qu'il commence à avoir suffisamment d'armes pour faire des choses intéressantes avec cette attaque. Ouais. Sous-entendu, il faut aussi que notre O-line arrive à tenir un minimum, évidemment. Mais au niveau des armes, là, même si on n'a pas ce receveur 1 incontesté, je pense qu'on a quand même moyen de faire des choses. Ouais. Et ça peut être assez cool à voir. Non, c'est clair. Il y a de quoi être enthousiaste quand on voit déjà ces 3 premiers pics. Encore une fois, c'est sur le papier, hein, mais sur le papier, on a vraiment l'impression que l'équipe s'est améliorée avec ces 3 choix. Donc, là, avec ces 3 choix qui viennent combler des manques directs. Et oui, ça c'est clair qu'on s'est amélioré, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, on n'a pas de choix du 4e tour, malheureusement. On a eu un choix du 5e tour qu'on a eu tout à l'heure avec le running back dont j'ai déjà oublié le nom. Comment il s'appelle? Eric quelque chose? Il s'appelle Eric Gray. Eric Gray, voilà. Donc on a regardé un petit peu juste avant le podcast parce qu'il venait d'être drafté, qui a l'air quand même
bon, forcément, les mecs sont là. Dès que t'es drafté, en fait, déjà, t'es un monstre. Hein. Il faut être très honnête. Si tu te fais drafter par une équipe NFL, c'est que déjà, tu es dans le tout meilleur des tout meilleurs. Ouais. Il a l'air d'être un running back assez complet. Moi, ce que j'ai surtout remarqué dans les vidéos que j'ai pu voir rapidement, c'est sa vision, sa capacité à ne pas se projeter trop vite et plutôt à être un petit peu patient et à prendre le bon trou au bon moment. Ça, c'est assez intéressant. T'as toujours besoin d'un running back qui sait lire les blocs et voir où sont les trous pour les prendre correctement. Il n'est pas très rapide. Physiquement, ça peut être un mec, il est assez petit, pas trop lourd, mais malgré tout assez dur au mal et pas forcément très facile à plaquer, donc voilà. On va voir ce que ça va donner, mais dans tous les cas, Il a une t'as vitesse. rien à perdre à partir. Il a l'air d'avoir une vitesse correcte là, tu vois. Pendant que tu parles, je suis en train de regarder. Au 40 yards, il fait combien? Ouais, alors tu vois, moi, 5, le 6. 40 yards, au début, c'était quelque chose, un exercice auquel je donnais peut-être un peu trop d'importance. Mais tu vois, c'est pas Ouais. parce que tu cours vite au 40 yards que tu as forcément une vitesse sur le terrain qui. Et d'ailleurs, je lisais un article qui disait que l'un des objectifs du 40 yard dash pour les scouts, c'était surtout Les 10 premiers yards. voilà, les 10 premiers c'est ça. yards pour mesurer l'explosivité du joueur. Ouais. Euh, Oui, t'as raison, pour un running back, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Et Finalement. voilà. Et alors, moi, j'ai pas son 40 yards sous les yeux. Attends, quoi que j'avais mis ça quelque part. Non, il n'y a pas de 40 yards. Mais en tout cas, il vient d'Oklahoma State. Il va devoir se disputer le numéro 0 avec Paris Campbell. Ah bah il l'aura pas, hein, ça c'est mort. je Non, crois. bien sûr, il l'aura pas. Non, mais moi, je vais faire une remarque de vieux con, mais moi, ça m'énerve tellement les joueurs qui prennent pas des numéros qui sont adaptés à leur poste. Bah le numéro 0 en même temps, c'est un nouveau numéro, donc c'est adapté à rien du tout. Ouais, hein. non, voilà. Mais très physique et en effet, comme tu dis, cette patience pour lire les blocs et surtout ne pas trop tergiverser derrière la ligne. Il patiente, il a vu son bloc et il y va. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors que, justement, l'un des reproches qu'on a fait à Saquon Barkley au début de sa carrière, c'était de dire mec, tu danses tellement derrière la ligne offensive que parfois tu perds des grosses occasions. Alors, certes, sur un run, tu vas nous faire 90 yards, mais si tu fais moins 5 à chaque fois, sur les autres, ça va pas, quoi. Donc, c'est un bon complément. Je sais pas si. Je ne sais pas s'il peut être adapté sur des situations de troisième tentative, parce qu'en fait, ce qui est important sur une troisième tentative, c'est que le running back soit capable, pas seulement de courir, parce que ce sont souvent des situations de passe, mais qu'il soit capable de bloquer ou d'attraper le ballon. Oui. Parce qu'un running back qui n'est pas capable de bloquer, bah, la défense, elle sait tout de suite qu'en fait, il va être envoyé à la passe et elle va mettre un gars sur lui, ou en fait, va le blitzer pour mettre la pression sur le quarterback. Donc c'est quelque chose à surveiller du côté de Gray. Alors rappelons quand même que pour l'instant, on a 3 running backs dans l'effectif. On a Matt Breida, on a Gary Brightwell et on a Joshua Corbin. On avait un mec d'Allemagne ou je sais plus quel pays. Platzgummer, il est reparti en Autriche. Platzgummer, mais il est parti dans une équipe en NFL Europe, je crois. Il est retourné en Europe. Et donc, rappelons quand même que pour l'instant, Saquon Barkley n'est pas un Giant. Si. Ah non, il n'a pas signé son contrat, Non, donc bah, pour l'instant, il n'est pas Giant. Oui, enfin le truc c'est que ses droits sont détenus par les Giants aujourd'hui. Donc en effet, il a jusqu'au 15 juillet ou 17 juillet, je sais pas, pour signer son franchise tag. Et si... Mais pour l'instant, il apparaît même plus sur le site des Giants. Hein. Il est plus dans le roster. Oui, techniquement, Voilà. mais moi, très franchement, je m'en fais pas trop. Parce qu'en fait, s'il signe pas d'ici le 15 juillet, ça veut dire qu'il peut pas jouer en 2023. Et je pense pas qu'ils Il est en réserve franchise player. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour faire un mot sur Saquon Barkley, apparemment le problème, il y aurait pas des embrouilles, mais entre Joe Shane et les agents de Saquon Barkley, où ça bloque. Il demanderait 17 millions alors qu'il lui avait fait une proposition à 12-13 qui était déjà énorme par rapport au marché actuel des running backs qui a quand même bien baissé. Il aurait dû dire oui parce que maintenant je pense que la proposition est encore plus basse et eux ils demandent 17, donc a priori il y a quelques embrouilles. Bon, on espère quand même que ça va se régler. Ouais, ça va mais en tout cas, si on regarde, ça fait, en comptant Saquon Barkley, ça fait déjà 4 running backs. On rajoute ce running back qu'on vient de récupérer, ça fait 5. On va pas tous les garder, ça c'est sûr. Ça Ouais. fait trop. Ouais. Mais Saquon Barkley, je suis sûr que ça va se faire dans les... Comme pour Daniel Jones, ça va se faire dans les dernières minutes de la deadline pour Ouais. signer. Là, on va faire « Ah, c'est bon, il a signé !»
C'est vrai que c'était la dernière minute, là, je me rappelle. C'était tellement à stressant. quelques minutes près. C'était ultra stressant. Ouais. Mais ouais. Enfin, tu vois, en tout cas, si on a Saquon Barkley, Gray, Breda, c'est déjà pas mal. Parce que Brightwell, Gary Brightwell, il aura pas fait grand chose, mais après, bon, c'est un joueur de rotation. Voilà, c'est un joueur de rotation. Il contribue un peu en special team, mais il faut pas s'attendre à plus que ça. Ouais. Alors après, special team, c'est toujours important et ça te permet parfois de te sauver une place dans le roster final quand même. Alors, juste après, on a dans 7ème tour, on a été chercher Trey Hawkins, non, 6ème tour. Trey Hawkins de third, un cornerback de Old Dominion, que je ne connais pas du tout, donc je ne vais rien vous dire et je ne pense pas que ce soit extrêmement important dans tous les cas. Et au moment où l'on parle, eh bien, je crois que nous n'avons pas fait nos choix du 7ème tour encore. Trey Hawkins, ce qu'on peut dire, et là, pour être tout à fait transparent avec vous... tu vas dire que tu le connais parfaitement, que c'est le joueur que tu as analysé. Je suis sur NFL.com en train de lire ses forces et faiblesses. Alors, pardonnez-moi, je fais une traduction instantanée. Bonne combinaison de taille, longueur et long speed, longue vitesse. Ok. Quand ils disent length, c'est quoi? Size et length, c'est quoi la différence? Pour size, moi, c'est la taille, et length, c'est le genre les bras, la taille des bras. Ouais, pour moi, size, length, ça doit être ta détente. Tu vois, c'est taille et détente. C'est comme ça que je le. Voilà. Il a des mains très actives, donc il est capable de jouer en press coverage. Il peut suivre des tracés profonds et il s'est amélioré en couverture de 2021 à 2022. Ce qui est bien, ça, montrer des améliorations, je trouve que c'est intéressant sur les late round picks. Voilà. C'est pas mal. Et il est capable de se défaire de blocs donc, et d'aider dans la défense de course. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour les points forts. Les points faibles, pré-snap, il est nul, grosso modo. Pre-snap instincts are lacking. Bon, ok. Ouais. Il a des difficultés à reconnaître les tracés des receveurs et à anticiper. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, un receveur à la Tyreek Hill qui est capable de danser sur le terrain, il le perd. Il est souvent un peu long à la détente pour anticiper les passes. Il a du mal à recouvrir quand il s'est pris un double move. Voilà, c'est ça. Il y a une misdirection. Et il a du mal à repérer la balle. Donc c'est pas non plus un ball hawk. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est un joueur drafté aussi. Bon, de toute façon, c'est un joueur de 6ème tour. Hein. Ouais. Donc, tiens, il a le même gabarit que Banks d'ailleurs. Bon, voilà, c'est. Ouais, un peu de choses près. Là, pareil. Encore un mec physique, en gros. Ouais. Non, mais donc. C'est pas, enfin de toute façon, c'est à partir du 6ème tour, je crois qu'à partir du 5ème. Ouais, à partir du 5ème, tu vas plus aller prendre le joueur que tu vois le plus haut, mais là en tout cas, tu vas pas te dire, tiens, ce joueur du 6ème tour va venir combler un manque dans mon équipe. Alors ça, c'est clair que si tu te dis ça, je crois que t'es plutôt mal parti. Tout à fait. Bon voilà, eh bien écoute, il est presque minuit, je vais aller me coucher tranquillement. Toi, tu vas pouvoir commencer ta journée avec un café. Là, je retourne me coucher. On te souhaite un bon voyage en avion, Gauthier, quand même, puisque tu prends l'avion ce soir. Ouais, tout à fait. Et puis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces choix. Moi, je pense quand même que c'était 3 premiers tours très solides de la part de Joe Shane, et qui sont venus à la fois combler des manques et à la fois prendre des joueurs de très haut niveau. Donc c'est très 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 encourageant pour la saison prochaine. Donc voilà, tous les commentaires sont les bienvenus. Et puis voilà, un mot pour la fin, Thiergo, je te laisse conclure. Non, je sais pas, j'ai pas d'inspiration. C'est horrible de faire ça. Exactement. Non, mais en fait, tu as tout dit. Voilà, n'hésitez pas à nous partager votre avis sur Twitter ou sur le blog onlyajourneyinblog.com. Ouais. Et commentez sur les articles, c'est cool quand vous commentez. Ouais. Donc ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre avis et d'échanger avec vous. Et encore une fois. Merci de nous suivre, merci d'écouter les épisodes jusqu'au bout pour ceux qui le font. Même si vous écoutez que la moitié, ça nous fait quand même plaisir. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Quand est-ce qu'on fait un prochain épisode ?
C'est une bonne question, j'en sais rien. En tout cas, le prochain truc que je fais, c'est que je commande le t-shirt parce que j'attends qu'ils récupèrent du M. Les mecs n'ont pas de M dans le t-shirt que je veux, donc c'est embêtant. je ne peux pas imprimer le t-shirt. Ouais, le M, c'est quand même la taille que à peu près 90% des gens mettent. Donc, bref. Bon, allez, à très bientôt tout le monde. À la prochaine sur un Ninja Podcast. À plus tout le monde. Salut. Ciao.